Quand on dit Linux, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Un truc de geek? Un système un peu obscur? Ou peut-être pas grand-chose? En fait, peu importe. L'idée, ici, c'est de démystifier tout ça, de voir ensemble ce qu'est vraiment Linux en s'appuyant sur les textes qui l'expliquent le mieux. Allez, on plonge dedans. Et pour commencer, on va tordre le cou à une idée reçue assez marrante qu'on peut parfois croiser. Parce que oui, avant d'être un des piliers de la technologie mondiale, le mot Linux peut en effet évoquer autre chose. Et voilà, c'est ça qui est génial avec cette image. Elle nous met tout de suite face à un contraste absolument énorme. D'un côté, un objet du quotidien, presque banal, et de l'autre, une affirmation gigantesque. Le système qui fait tourner les serveurs du monde entier. C'est cet écart qu'on va explorer. Mais pour ça, il faut d'abord poser une base solide. Avant toute chose, il faut bien comprendre que Linux, c'est un système d'exploitation. Sans ça, un ordinateur, même le plus puissant du monde, c'est juste un presse-papier hors de prix. C'est vraiment le logiciel fondamental, le chef d'orchestre invisible qui permet à la machine de démarrer, de lancer des programmes, bref, de faire quoi que ce soit. Ok, maintenant qu'on a posé ça, il faut savoir que Linux n'est pas juste apparu comme par magie. C'est en fait le résultat d'une longue histoire, d'une véritable quête à la fois philosophique et technique qui a commencé bien avant lui. Et cette histoire, elle commence dans les années 80, avec un certain Richard Stallman. C'est un programmeur de génie, et un jour il se retrouve face à un bug sur une nouvelle imprimante Xerox. Son réflexe de hacker, c'est simple. Il veut juste le code source du programme pour pouvoir le réparer lui-même. Mais là, surprise, Xerox refuse. Le code est devenu un secret commercial. Et c'est cette frustration, ce non, qui va être le point de départ de tout un mouvement. Cette analogie est parfaite pour comprendre le cœur du problème. Le code source, c'est la recette. On peut la lire, la comprendre et même l'améliorer. Un programme exécutable, c'est la tarte déjà cuite. On peut la manger, mais impossible de revenir en arrière pour changer la quantité de sucre. Stallman voulait la recette, mais on ne lui donnait que la tarte. Alors, face à ce mur, la réponse de Stallman, c'est le projet GNU. L'idée est un peu folle, mais elle est géniale. Réécrire de zéro un système d'exploitation entier qui soit compatible avec le puissant système Unix de l'époque, mais dont chaque ligne de code serait libre. C'était un travail de titan. Pendant des années, la communauté GNU a assemblé cette immense mosaïque pièce par pièce. Il ne manquait plus qu'un seul élément crucial, le noyau, le cœur du système. Et cette pièce manquante, elle est arrivée en 1991, d'un endroit totalement inattendu, la Finlande. Un jeune étudiant, Linus Torvalds, annonce très modestement sur Internet qu'il a créé un petit noyau de système d'exploitation, comme ça, juste pour le plaisir. Ce noyau, c'était la pièce qui manquait au gigantesque puzzle GNU. Et c'est l'association de ces deux projets, nés séparément, qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui Linux. Bon, maintenant qu'on a vu l'histoire, regardons un peu sous le capot. Pour comprendre comment un système comme Linux fonctionne, il faut saisir trois concepts absolument fondamentaux. Trois piliers sur lesquels tout le reste est construit. Ces trois concepts, ce sont les utilisateurs, les fichiers et les processus. Ça peut paraître simple à première vue, mais c'est la façon dont ils s'articulent qui rend le système si puissant et si élégant. C'est un peu l'alphabet de base de tout le système. Voyons ce que chacun signifie. D'abord, les utilisateurs. Ce sont tout simplement les acteurs qui peuvent agir sur le système. Mais attention, pour la machine, un nom de connexion, ce n'est qu'une étiquette. La vraie identité, c'est un numéro unique, l'UID. Et au sommet de la pyramide, il y a l'UID 0, l'administrateur tout-puissant, celui qu'on appelle root. Ensuite, les fichiers. Et là, c'est une des grandes idées de Linux. Presque tout est un fichier. Un document texte, c'est un fichier, bien sûr, une image aussi. Mais un répertoire, qui est en fait une liste d'autres fichiers, est aussi considéré comme un fichier. Et ça va même plus loin. Votre disque dur, votre souris peuvent être représentés comme des fichiers. C'est une idée toute simple, mais incroyablement puissante. Et enfin, les processus. Si on dit que les fichiers sont le stockage, la partie statique, eh bien les processus, c'est l'action, c'est la vie du système. Un processus, c'est tout simplement un programme en cours d'exécution. Quand on navigue sur Internet, il y a un processus qui tourne. Quand le système vérifie l'heure, c'est un autre processus. C'est ce qui fait que la machine est active et dynamique. Maintenant, on va creuser un peu plus le concept de fichier. Parce que la façon dont ils sont organisés nous révèle une vérité assez fondamentale et même un peu surprenante sur le fonctionnement du système. Alors ça a l'air complètement fou, non? On passe notre temps à nommer des fichiers. Et pourtant, d'un point de vue purement technique, c'est la stricte vérité. Ce qu'on prend pour le nom d'un fichier est en réalité autre chose. Voilà le point crucial. En réalité, un fichier est identifié par un numéro unique, son inode. C'est ce numéro qui dit où se trouvent les données sur le disque. Le nom, lui, ce n'est que l'étiquette d'un lien qui pointe vers cet inode. Et tous ces liens sont organisés dans des répertoires qui forment une immense structure en arbre, une arborescence,
qui part d'un point unique, la racine, symbolisée par un simple slash. Slash. Et ce chemin, ça rend le concept très concret. Le chemin /home/gb4/pole, c'est comme une adresse postale pour le système. On parle de la racine slash, on entre dans le répertoire home, puis dans le sous-répertoire GB4, pour enfin trouver le lien qui s'appelle Pole et qui nous mène au bon fichier. Bon, on a bien plongé dans la technique, mais maintenant revenons à notre affirmation du début. Comment un système qui est né d'un projet juste pour le fun a-t-il pu devenir aussi absolument dominant aujourd'hui? Eh bien, c'est sa nature libre, sa robustesse et son incroyable flexibilité qui en ont fait le choix numéro 1 pour toute l'infrastructure invisible qui fait tourner notre monde. Pensez-y une seconde, la grande majorité des sites web qu'on consulte, ils tournent sur des serveurs Linux. Les supercalculateurs les plus puissants de la planète, tous sous Linux. Les smartphones Android, ils fonctionnent grâce à un noyau Linux. Les objets connectés, les box Internet, les bourses mondiales, tous dépendent de lui. Le petit hobby de Linus Torvalds est littéralement partout. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Quand on voit cette omniprésence de Linux et des logiciels libres dans notre monde numérique, on est en droit de se demander si la vision de Richard Stallman, celle qui est née d'une simple frustration face à une imprimante, n'a pas au final tout simplement gagné la partie. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.